Bonjour, merci d'être avec nous pour ce live. Nous continuons donc notre série d'entretiens avec les youtubeurs politiques pour essayer de savoir quelle est plus précisément la place de la plateforme de Google dans la campagne présidentielle de 2017. Nous avons reçu le documentariste Usul, le décrypteur Hugo Traverse. Aujourd'hui, c'est Jean Massiet, le fondateur de la chaîne Acropolis, qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, à la différence de nos deux précédents invités, vous êtes arrivé sur YouTube sur le tard. Après des études de droit, vous avez d'abord travaillé comme collaborateur d'élus. Vous avez également été la plume de la ministre Marisol Touraine. Ouais. Et depuis 2015, avec votre chaîne Acropolis, vous occupez un créneau un petit peu spécial, puisque vous commentez les questions au gouvernement et les meetings politiques en direct, un peu à la manière des journalistes sportifs ou e-sportifs. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Acropolis, voici tout de suite un court extrait pour comprendre de quoi il retourne. Salut à toutes et à tous, on est de retour sur Acropolis. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo à l'arrache spéciale Neki Cool pour fêter les 15 000 abonnés de la chaîne. On est 15 000. Il est 20h45, les députés sont en train de bouffer à la cantoche. Écoutez, il n'y a pas de raison. Hervé Mariton qui se fait couper la parole. Et c'est Manuel Valls qui va parler de Black M. Tiens, ça c'est surprenant. Je rappelle qu'Hervé Mariton est candidat à la primaire de la droite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mariton, vous adressiez il y a un instant à Madame la Ministre de la Culture. Ouf, Manuel Valls qui met un taquet à Hervé Mariton, qui a effectivement dit Madame le Ministre. Et Manuel Valls qui commence par lui rappeler qu'on dit Madame la Ministre. Bonne illustration de ce que je rappelais il y a un instant. Comme je suis un grand passionné de jeux vidéo et de streamer de jeux vidéo, et je regarde beaucoup, j'ai eu l'idée de faire comme les casteurs de jeux vidéo qui commentent les parties de StarCraft 2, mais en faisant pareil, mais avec l'Assemblée nationale et notamment les questions au gouvernement qui ont lieu chaque mardi et chaque mercredi de 15h à 16h. Ce soir, comme vous le savez, c'est le grand débat sur CNews des 11 candidats à la présidentielle et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que Acropolis est partenaire de la chaîne CNews pour commenter ce débat et le rendre plus accessible. Alors Jean, on va rentrer dans le vif du sujet. Mardi dernier, vous avez commenté le débat avec les 11 candidats à la présidentielle en partenariat avec CNews. Alors CNews, c'est une chaîne d'info, a priori l'antithèse de YouTube ou d'Internet. Pourquoi ce partenariat finalement ? Non, c'est complémentaire. Les télévisions font leur travail de télévision en retransmettant les débats politiques et moi je fais mon travail d'explicateur du débat public en utilisant les images des chaînes de télévision pour raconter, expliquer, contextualiser et rendre accessibles les débats. Et c'est la première fois en France qu'une chaîne de télévision et une chaîne de streaming s'associaient pour rendre accessible un débat politique. Les retours sont extrêmement positifs de part et d'autre, donc on est, nous de notre côté en tout cas, très contents et on a l'intention de continuer à travailler avec les chaînes de télé. Et l'autre chose, c'est que nous, notre matière première avec laquelle on travaille, c'est les images qui, dans ce cas-là précisément, sont fournies par les chaînes de télévision. Donc c'était important pour nous de travailler avec CNews, qui en l'occurrence co-organisait le débat. Et on a bien l'intention de continuer à développer ce type de partenariat avec les chaînes de télé. Mais en continuant à faire ce qu'on fait. Moi, je ne ferai pas de la télé, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un format qui m'intéresse. Voilà. D'accord. Alors justement, vous, votre boulot, vous n'êtes pas tout à fait youtubeur comme Hugo Décrypte. Vous êtes streamer politique et c'est un créneau que vous êtes le seul à occuper. Vous commentez la politique comme s'il s'agissait d'un match de foot finalement. Ouais. Et ça marche très bien, enfin moi je trouve que ça marche très bien. Et on se demande pourquoi est-ce que personne n'y avait pas pensé plus tôt. Je sais pas, fallait y penser plus tôt. Non, moi, c'est vrai que quand j'ai créé le projet, quand j'ai eu l'idée, ça a été un déclic et je me suis dit c'est dingue que personne n'y ait jamais pensé. C'est dingue que depuis 20 ans on nous diffuse des images des débats parlementaires sans qu'à aucun moment quelqu'un se soit dit mais en fait on va peut-être les expliquer. Et pas seulement les diffuser brutes comme ça, comme si les gens allaient comprendre spontanément, et en particulier les jeunes, mais tout le monde. Et donc j'ai créé ça comme une évidence. Et effectivement, je suis encore à l'heure actuelle le seul à occuper ce créneau. J'espère bien être imité un jour par d'autres personnes qui auraient d'autres choses à apporter que moi, ce serait tant mieux. On sera jamais trop nombreux à expliquer la politique, loin de là. Mais c'est vrai que ça marche assez bien. On est la première chaîne de talk show français sur Twitch et dans les gros débats, la mardi soir, on était la deuxième chaîne du monde toute la soirée en talk show sur la plateforme Twitch. Donc on est hyper content et ça fonctionne très bien. D'accord. Ouais. Peut-être expliquer ce que c'est que... Le stream, Twitch, ouais. En fait, Twitch est une plateforme qui propose des vidéos en direct de la même manière que YouTube
propose des vidéos à la demande. Sur YouTube, on va regarder des vidéos qui ont été enregistrées et uploadées sur la plateforme, alors que sur Twitch, on va regarder en direct quelqu'un jouer à un jeu vidéo. C'est ça historiquement la plateforme Twitch. Mais Twitch, depuis 3 mois, s'ouvre à d'autres formes de contenu. Et donc nous, on propose des flux en direct. Voilà. D'accord. Donc, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a, après vos études de droit et votre travail de collaborateur d'élu, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du streaming? C'est pas un parcours commun? Non, c'est pas du tout commun, non, très loin de là. Moi, il y a eu un déclic assez important dans mon parcours citoyen, ça a été les attentats de Charlie Hebdo, qui m'ont beaucoup frappé, où je me suis retrouvé, enfin, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je foutais en politique, c'était vraiment la place que j'avais envie d'occuper. Et en fait, non, c'était pas la place que j'avais envie d'occuper. Moi, j'avais une passion étudiante, c'était l'engagement citoyen en faveur de la place des jeunes dans le débat public. Ça a été ça mon premier engagement. J'ai pas été dans un parti politique, un syndicat, ça a été pas ma manière de m'engager. Et j'ai eu envie de retrouver cet engagement-là en créant un projet, un média, qui réconcilie les jeunes avec la politique. Et c'était à force de regarder les streamers de jeux vidéo. Je me suis dit, c'est quand même dingue qu'on ait des matchs de jeux vidéo, des parties de jeux vidéo commentées avec autant de passion, d'analyse fine, de manière aussi passionnante, mais qu'on n'ait rien à l'Assemblée nationale, qui pour le coup est un domaine que moi je connais un peu de par mon métier et mon parcours. Et donc je me suis dit, bah voilà, si j'ai quelque chose à apporter aux gens de ma génération, c'est leur expliquer ce que moi je connais un peu, c'est la politique, comment ça fonctionne, quels en sont les dessous, les acteurs, les jeux, etc. Alors justement, comment on fait pour intéresser les jeunes de moins de 30 ans à la politique, à la vie politique française? On leur parle avec sincérité. Voilà, on les prend pas pour des cons, on prend pas un ton professoral, mais j'ai jamais eu la prétention de savoir, d'être au-dessus. Non, je suis un citoyen parmi les autres qui a la chance d'avoir eu un parcours qui m'a amené à en connaître un peu. Donc je raconte aux gens de ma génération comme s'ils étaient dans la même pièce que moi. C'est vraiment ça le ton que j'ai, c'est que je leur dis on va regarder ensemble et on va commenter ensemble un débat, on va discuter, on va interagir, c'est aussi ça la deuxième clé, c'est l'interaction. Sur Acropolis, il y a quelque chose qui est fondamental dans mes émissions, c'est le chat. Le chat en direct par lequel les spectateurs ne sont pas spectateurs, ils sont acteurs de mon émission. Ils participent avec moi aux commentaires, au jeu du commentaire, de la question-réponse. Et c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui fait que des jeunes de moins de 35 ans, 90% de mon public a moins de 35 ans, et la grande majorité d'entre eux me disent que sans moi, ils ne regarderaient pas les débats politiques. Donc c'est parce que j'apporte une plus-value qu'ils regardent avec moi. Et le jeu de l'interaction marche aussi très bien, et donc c'est ça qui leur plaît. Alors est-ce que pour autant on peut parler d'une forme de journalisme politique horizontal, alors à la différence d'éditorialistes qui seraient plus dans un rapport vertical avec leurs lecteurs? Honnêtement, la question du journalisme, c'est une question que je ne me pose pas. Il n'y a que les journalistes qui me posent cette question-là. Est-ce que vous vous diriez journaliste? Franchement, je m'en fous. Personne dans mon public ne m'a jamais posé la question. Tout le monde s'en cogne. Ce qui intéresse les gens, c'est la sincérité avec laquelle j'essaye de faire mes émissions. Et c'est la seule chose qui est importante. Même pas l'objectivité, en fait. On me demande juste d'être moi-même, d'être sincère. Et ce que j'essaie de faire au maximum. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle forme de journalisme? Peut-être. Si on prend le journaliste comme un passeur, oui, j'ai ce rôle-là dans la société. J'ai un rôle de passeur, de facilitateur, d'explicateur. Mais je suis entre le vulgarisateur, le journaliste, le chroniqueur, l'éditorialiste peut-être parfois. Voilà, je suis un peu tout ça. Je suis streamer, tout simplement. D'accord. Mais du reste, le commentaire de meeting et de questions à l'Assemblée, c'est pas votre seul format, puisque vous avez lancé un format qui s'appelle Dans l'Isoloir, où vous parlez politique et citoyenneté avec différents youtubeurs. Et au final, vous faites quand même plusieurs heures de direct chaque jour. Par jour, ce qui est quand même assez lourd. Et comment est-ce que Acropolis fonctionne au quotidien? Acropolis, c'est une équipe de 3 personnes à plein temps, dont moi. On travaille tous les jours, il y a une rédactrice en chef, il y a un responsable d'équipe qui est aussi responsable technique, donc qui s'occupe de la régie pendant les émissions, de la même manière qu'il y a un régisseur ici en même temps pendant qu'on fait notre émission. Et moi, donc, qui anime la plupart des émissions, mais pas toutes. On présente effectivement une dizaine de formats différents au total, des émissions en plateau, des émissions en incrustation fond vert, comme je le fais pour commenter les meetings et les parlements. Et en plus de ça, on a une équipe d'une 30aine de bénévoles partout en France qui nous filent des coups de main, que ce soit sur l'éditorial, le rédactionnel ou la technique. Parce qu'on est une vraie entreprise de geeks, on est nombreux à développer un site internet, des outils d'interaction, des outils d'incrustation, des trucs très spécifiques que seul Acropolis peut utiliser. Donc voilà, on est une équipe très très soudée, très nombreuse, et on compte pas nos heures, surtout en ce moment. Oui, j'imagine. Ok, donc première question du
public Facebook. C'est une question de Cyril. En commentant en direct les débats politiques, ne prend-on pas le risque de n'en garder que l'aspect anecdotique? Si, c'est un risque. Notamment sur les débats. Effectivement, je pense notamment au débat à 11. Mais j'ai envie de dire, qui a retenu autre chose que l'anecdotique dans le débat de mardi dernier? Oui, Franchement, c'est une bonne question. c'est ce qu'on a tous retenu. Donc moi, je prends la matière première telle qu'elle m'est présentée et je la commente avec vous en constatant que là, il s'est passé un fait qui a été la gueulante de Philippe Poutou, par exemple. Ok, dont acte, c'est ce qui s'est passé, c'est un fait. Et effectivement, si on n'a pas de matière politique derrière, c'est compliqué de... Je ne vais pas aller plus haut philosophiquement et politiquement que ce que m'offrent les hommes politiques. Par contre, notamment dans les questions au gouvernement, c'est pratiquement l'inverse. Dans les questions au gouvernement, il y a le côté très théâtral de cette séance, il y a le côté où les députés jouent un rôle, et moi, mes commentaires viennent repolitiser l'affrontement en disant derrière la gueulante, derrière les applaudissements de la majorité de l'opposition et les huées, il y a un jeu politique qui est un positionnement relatif par rapport à un fait qui a eu lieu dans l'actualité, etc. Et je viens repolitiser une séance qui, sans mes explications, peut paraître effectivement grotesque, théâtrale et purement gamine. Alors qu'en réalité, c'est une séance assez intéressante, politiquement. On a quand même le gouvernement qui est présent physiquement, on a la majorité de l'opposition qui prend position, qui demande au gouvernement de se justifier, d'expliquer, et c'est une séance qui politiquement n'est pas inintéressante. J'essaye un peu de redorer son blason. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment d'y arriver? Est-ce que dans l'interaction que vous avez avec vos abonnés, enfin vos gens qui vous suivent, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de jeunes qu'avant qui s'intéressent à la politique? Oui, on a une chance inouïe, c'est qu'on a une communauté de plus en plus large, mais surtout une communauté impliquée. Et on reçoit tous les jours des messages, des tweets, des mails, de ce que vous voulez, de gens qui nous disent merci pour ce que vous faites, parce que sans vous, vraiment, j'aurais pas regardé, j'aurais pas compris, ça m'aurait pas intéressé. Et effectivement, le rapport conflictuel qu'on a avec la politique, telle qu'elle a l'habitude de se montrer dans des grands débats ou dans des questions au gouvernement, nous donne plutôt envie de dire tous nuls, tous pourris, tout ce que vous voulez, mais tous. Et justement, ce que permet Acropolis, c'est de dire, en fait, en tout cas, c'est plus compliqué que ça. C'est pas tous, c'est qu'il y a des jeux, il y a des personnes, il y a des positions, il y a un jeu politique, un débat public. Et j'ai l'impression qu'on arrive un peu à le faire. Ouais. Mais pourtant, vous n'êtes pas là pour donner votre avis. Non, par c'est pas le but rapport à du jeu. d'autres youtubeurs qui sont militants et qui ne s'en cachent pas, Ils ont raison. Oui, certainement. Vous gardez quand même une distance. Ouais. J'ai pas du tout créé Acropolis pour donner mon opinion. C'est pas. En plus, mon opinion, elle est assez foutraque, pour être très honnête. Donc, ce serait bien compliqué pour moi de dire aux gens quoi penser. Voilà, parce que je sais pas ce qu'il faut penser. Et en plus, je pense pas que les gens aient besoin qu'on leur dise quoi penser. Donc, ça règle la question. Et effectivement, Acropolis, je l'ai créé pour mettre en avant d'abord le débat. D'abord et avant tout le débat, les différentes positions, les éclairer et permettre aux gens de se faire leur propre opinion, quelle qu'elle soit. Mais de leur donner du fuel, de leur donner de quoi l'alimenter, de quoi réfléchir, de quoi... J'aime beaucoup déstabiliser les gens. J'aime beaucoup déstabiliser les personnes qui viennent avec des convictions chevillées au corps et leur montrer que, ouais, c'est intéressant, mais regarde, là, il y a une faiblesse dans l'argumentaire parce que, tel que le dit par exemple le député en face, là, il a marqué un bon point, il faut le reconnaître. Et j'aime bien quand les gens disent, ouais, c'est vrai, ouais, mais en même temps, donc trouver, argumenter toujours en permanence, c'est ça que je réussis que j'essaye en tout cas, de faire passer. Ouais. D'accord. Et pour revenir, peut-être une question un peu plus générale que j'ai posée aux autres youtubeurs, pourquoi est-ce que YouTube et puis la vidéo politique sur Internet a pris du temps à émerger? Je pense qu'on a mis du temps à comprendre qu'on était légitime à le faire, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. YouTube, ça a été des phénomènes de mode successifs. Il y a eu la période 2008-2010 où on a vu émerger les youtubeurs humoristes, les Norman, les Cyprien, qui ont fait un travail formidable en nous montrant qu'il était possible, avec une caméra, seul chez soi, de faire des choses formidables en termes de format. Et c'est plus tard, à partir de 2012, 2013, 2014, qu'on a vu apparaître les premiers vulgarisateurs scientifiques, historiques, etc., qui, eux, nous ont démontré que la plateforme YouTube pouvait être utilisée pour faire des formats d'éducation populaire au sens très noble du terme, de circulation du savoir entre personnes qui n'ont ni titre ni rien, mais qui sont passionnées par un sujet et par leur seule passion vont nous transmettre des connaissances. Et c'est plus tard, effectivement, à partir de 2014, qu'on est arrivés, nous, les youtubeurs politiques, en disant, nous, on va parler de sciences humaines, sciences sociales, et puis petit à petit, en fait, de politique, tout simplement, d'animateurs du débat public. Donc, voilà. Mais je crois que l'une des ambitions au départ, c'était quand même de lutter contre l'extrême droite, qui était très présente. Oui, c'était aussi ça, oui. Ouais. Quand on faisait l'étude de ce qui existait sur Internet en vidéo, l'extrême droite squattait le plateau depuis très longtemps. Dieudonné, Alain Soral, Jean-Marie Le Pen faisaient des formats depuis très très longtemps.
Et effectivement, il y a eu aussi une envie de dire attendez, qu'est-ce que c'est que c'est. Enfin voilà, non, nous aussi on a notre place, tout le monde a sa place sur Internet, ok, bah nous aussi. Et nous aussi on va apporter autre chose. Et donc effectivement, il y a des youtubeurs de gauche qui sont venus donner une vision de gauche, et il y a des youtubeurs citoyens, on appelle ça comme on veut, comme nous, qui ne sommes pas venus donner nos idées, mais venus apporter un peu de choses différentes. Ouais. Ok. Alors la question de Bernard, c'est interrompez-vous les débats par vos commentaires ou y a-t-il des blancs qui le permettent? J'essaie de trouver les blancs. C'est compliqué parce qu'effectivement, il y a une faiblesse dans mon format que j'assume complètement, c'est que je prends la parole par-dessus des personnes qui parlent. Donc effectivement, je rajoute de la voix par-dessus de la voix. Et donc j'essaye toujours de n'intervenir que soit dans des blancs, dans des interstices, soit quand on a bien compris où la personne voulait en venir et qu'on peut lui couper la parole sur la fin de sa phrase, on a bien compris que voilà il voulait en venir. Mais effectivement, c'était particulièrement difficile pendant des formats comme les débats télévisés, où ils ont très peu de temps de parole, donc ils font vraiment de la punchline, ça va très vite. Oui, ils ont une parole très calibrée, donc du coup pour vous c'est un peu plus difficile de s'insérer. Mais d'ailleurs mes commentaires étaient très limités là pendant le débat télévisé typiquement. Mais pendant les séances au Parlement par exemple, on a beaucoup plus de temps, ça prend un temps long, ça prend un temps fou, donc là j'ai beaucoup plus de largesse pour expliquer. Et peut-être au début ça désarçonne un peu parfois quand je coupe la parole, mais au fur et à mesure je crois que les gens me le pardonnent parce qu'en fait ils comprennent que ce que j'apporte a du sens et de l'intérêt, donc voilà. D'accord. Mais bon, il n'y aura pas de deuxième débat à 11, on a appris ça récemment, mais est-ce que c'est un format que vous allez continuer ça, le commentaire du débat Moi, ce que je commente, c'est la politique, quelle que soit la manière qu'elle a de se montrer. J'ai commenté les conférences de presse de François Bayrou, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, au moment de François Fillon, au moment où vous avez des choses à dire. Je commente le Parlement, je commente le CESE, je commente le Parlement européen, le Parlement québécois, bientôt l'ONU. À partir de demain, on lance une nouvelle émission sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, je commente tout ce qui a matière en vidéo, en direct à être commenté, je le commente. Et oui, les chaînes de télévision, cette année particulièrement, ont pris un rôle particulièrement prépondérant dans l'organisation du débat public en organisant ces grands débats. Donc je squatterai ces grands débats, oui, bien sûr. D'accord. Gaëtan nous demande, il revient sur cette question de la neutralité et de l'objectivité. Est-il vraiment possible de faire du commentaire politique de façon neutre? Non, on peut pas faire on peut pas faire un commentaire de façon neutre. Ça peut être un horizon qu'on cherche à atteindre, vers lequel on tend, mais c'est pour ça que j'insiste plus sur la sincérité. Je suis pas objectif, je suis pas neutre, je suis quelqu'un, j'ai un passé, j'ai un parcours, j'ai une sensibilité, j'ai un rapport au monde qui m'entoure, comme tout à chacun, et c'est pas grave, c'est comme ça. La seule chose que je dis toujours, c'est que mon opinion vaut tout autant que les autres. Mais voilà, je ne suis pas là pour donner des opinions et j'essaie de commenter le débat pour le valoriser en tant que ce qu'il est un débat. Mais je ne suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. Ce qui compte finalement, c'est la transparence, c'est que les gens qui vous regardent, ils sachent d'où vous parlez. Et en plus, ils peuvent intervenir, le chat est là pour ça et je rebondis tout le temps sur le chat et on peut toujours me faire le procès d'une intervention trop peu neutre, il n'y a aucun problème, je l'accepte avec plaisir, bien au contraire. Et je le comprends, mais moi je prends toujours l'allégorie du match de foot en fait. Un commentateur de foot, il commente un match. Quand l'action est belle, elle est belle, point barre, il dit qu'elle est belle. C'était un très beau but, quel que soit le camp. Ben voilà, moi je fais pareil. Un député, indépendamment de sa couleur politique, quand il soulève un point qui met dans l'embarras le gouvernement, ben je soulève ça en disant ah ben là il a touché un point qui fait mal et on va voir la réaction du gouvernement tout de suite. Voilà, je suis un commentateur. Ok. Charles qui nous demande si vous deviez organiser un débat sur le web entre les candidats à l'élection présidentielle, comment vous y prendriez-vous? Je m'y prendrais pas comme le fait la télévision. Justement, non pas parce que j'ai des reproches à faire à la télévision. Je pense que la télévision est un média qui s'est trouvé depuis des décennies, qu'il est comme il est vertical, descendant, il n'est pas interactif. C'est pas le rôle de la télévision d'être interactive. Moi, justement, j'y apporterais, si je devais le faire, je le ferais en ayant une justification à le faire. J'ai pas envie de singer la télévision. Je veux faire des choses que seul Internet me permet de faire, et donc c'est l'interactivité. Et j'ai déjà organisé un débat, j'ai animé un débat entre des candidats à la présidentielle, ce qu'on appelait les petits candidats. On a fait sur Facebook Live en partenariat avec Facebook, avec d'autres Civic Tech, on s'est mis ensemble pour organiser un débat entre les petits candidats qui cherchaient les 500 signatures. Et j'étais l'animateur du débat, et la différence qu'on avait avec la télévision, c'est que déjà c'était sur Facebook Live et pas à la télé, mais indépendamment de la technique, c'était qu'on posait les questions des internautes. Voilà, moi j'ai pas plus de questions, j'ai pas plus de légitimité à poser une question, et donc on prenait, comme tu es en train de le faire, en fait, des questions des gens. Et on était des passeurs, et donc voilà. Donc ce genre de format-là, moi je le referais avec plaisir.
être un passeur entre la communauté qui se retrouve dans un chat et les invités. Mais est-ce que ces innovations qui permettent au public d'entrer en interaction avec ces candidats pour ce débat que tu animais, est-ce que ces innovations, elles vont se développer dans les années à venir? J'y travaille. Voilà. Non, mais oui, j'espère. Mais encore une fois, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser? Est-ce que c'est une approche de la politique qui peut se généraliser au-delà de... Bah oui, moi je pense que oui. Il n'y a pas plus de raison que les débats. Les débats avec des journalistes qui posent des questions font des dizaines de millions de personnes qui regardent. Il n'y a aucune raison qu'un débat sur Internet ne soit pas regardé par autant de personnes. C'est juste un format différent, c'est même pas concurrent. Je pense que c'est purement complémentaire. On aura toujours besoin de journalistes. Je ne suis pas du tout là pour vous dire tous citoyens, tous journalistes. Non, c'est des formats complémentaires et oui, je pense que ça va se démocratiser. Un autre truc, si je peux répondre sur le côté, comment je m'y prendrais, il y a aussi un autre truc que je ferais, c'est que je montrerai en direct la réaction du public. Le plus, le moins des pouces qui montent. Je suis en train de travailler sur des logiciels comme ça pour essayer de synthétiser l'opinion. Et j'aimerais bien avoir une vague d'opinion sur, quand Philippe Poutou dit son truc à Fillon, on voit une vague d'opinion favorable à ce que vient de dire Poutou, avec le risque du populisme. Je suis le premier. Pédagogique ou populiste. Et pourquoi pas, mais si François Fillon fait une belle démonstration politique argumentée, intelligente, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas aussi plus de pouces vers le haut qui montent en disant « ouais, il m'a convaincu sur le fond ». Après, c'est à nous aussi de qualifier intelligemment les choses, mais c'est déjà ce que je fais dans le chat, je fais des sondages en direct, on peut donner son opinion, et demain j'aimerais bien développer des outils comme ça. Oui, alors j'ai vu dans le sondage que tu as fait à la fin de l'émission de mardi, les internautes ont jugé que c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait été le plus convaincant. Est-ce que c'est parce que les militants de Jean-Luc Mélenchon ont investi les... Oui. Et c'est pour une raison très simple, c'est que Jean-Luc Mélenchon est assez populaire sur la plateforme YouTube. Voilà, il est le candidat à la présidentielle qui cartonne le plus sur YouTube. C'est un fait, donc il a les faveurs du public de YouTube. Voilà, donc il n'y a pas plus de raison que ça. Hein. Mais alors pourquoi est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est un des candidats les plus âgés, qui a compris comment fonctionnait YouTube et qui s'est emparé des codes? Franchement, il faudra lui demander. Faudra lui demander à lui. Moi, je constate que Jean-Luc Mélenchon a un succès sur YouTube qui est certain et qui est mérité parce qu'il a effectivement compris que sur YouTube, on ne se comportait pas comme à la télévision, que sur YouTube, on avait un comportement particulier. Et je reviens encore une fois à la sincérité. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon, dans son expression sur ses vidéos YouTube, réussit à trouver ce juste milieu il a toujours son ton professoral qui est assez amusant et qui plaît, mais le côté bienveillant plaît aussi beaucoup. Et la manière qu'il a d'afficher ses faiblesses est formidable. C'est rare quand même qu'on a un candidat à la présidentielle qui nous dise sur ce point-là, je ne sais pas trop. Sur ce point-là, j'ai hésité longtemps. Sur ce point-là, et il a un côté, il fend l'armure, il est dans son canapé, on a l'impression qu'on est derrière le rideau avec lui, avec son équipe, et qui nous montre l'autre Jean-Luc, celui qui n'est pas tribun, celui qui est un homme comme les autres, qui a un parcours politique. Et donc voilà, pourquoi est-ce qu'il a réussi Honnêtement, je ne sais pas. Mais par contre, je suis très déçu que d'autres candidats n'aient pas c'est un peu le seul. Mais oui, c'est un peu le seul, c'est ça qui est chiant. Moi, j'aurais bien voulu. Un mec comme Macron, par exemple, soi-disant le jeune, le renouveau, l'innovation, le geek, la start-up, C'est étonnant parce que effectivement, c'est le plus jeune. Il parle beaucoup de numérique dans son projet. Il en parle tout le temps, mais il fait des formats. Mais ces vidéos, on dirait de la télé, finalement. On dirait de la télé, c'est mauvais, c'est raté, c'est mal fait. Moi, je suis très désagréablement surpris. Puis à l'inverse, le côté je veux renouveler la politique, vas-y, renouvelle-la. Et comment ça se fait que ce soit un vieux, ancien sénateur, Mélenchon, qui réussit à tous les clouer au pilori en nous faisant des hologrammes, en nous faisant des émissions de 5 heures en direct, en nous faisant des vidéos, enfin... Merde, quoi. Oui, c'est drôle de voir qu'un homme politique aguerri, qui a une longue carrière derrière lui, de voir que c'est lui qui s'est emparé Gros paradoxe. Mais tant mieux. S'est inspiré de Norman, de Cyprien, de Zonkozé. Si tu veux, tu vois, c'est la preuve que tout le monde peut réussir sur YouTube. C'est pas une question de génération, et c'est pas parce que t'es jeune que t'es meilleur que les autres. C'est pas parce que c'est pas parce que tu mets 3 réflexions geek à la Philippot que tu vas. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, donc les candidats, quand vous voulez, enfin vraiment, je sais pas quoi vous dire, quoi. Allez-y, Mélenchon vous a ouvert la voie, vous avez un boulevard. Voilà. Bon, alors on va revenir à quelques questions. Émilie, ma question qui fâche peut-être, comment financez-vous votre chaîne? Génère-t-elle des revenus? Alors la chaîne n'est pas financée à l'heure actuelle, on est au chômage. Les 3, on s'est mis au chômage pour monter ce projet. Il y a l'horloge qui tourne, hein. Si on ne réussit pas à trouver un modèle économique viable à horizon de Noël prochain, on va devoir arrêter le projet, ce qu'on ne souhaite pas du tout. Et on a 2 sources de financement. On a vous, en fait, vous les internautes, les gens qui nous aident parce qu'ils aiment ce qu'on fait, parce qu'ils trouvent que ça a du sens citoyen, qui nous font des dons sur notre page Tipeee, qui est une plateforme
de crowdfunding. On a des dons en direct pendant les émissions. On a un peu de revenus publicitaires sur Google, mais sur YouTube. Alors franchement, ça paye que dalle. En un an de travail, j'ai gagné 40 €. Donc voilà, j'ai bu 4 bières, c'était réglé. Super. Enfin bon, voilà. Et on essaye de développer maintenant, on essaye d'être vraiment une chaîne au sens télévisuel de la notion de chaîne. C'est-à-dire qu'on crée des émissions, on produit, on réalise et on diffuse des émissions. Et on travaille avec des partenaires qui sont prêts. On essaye de séduire des partenaires qui seraient prêts à nous financer pour nous aider à rendre accessibles des débats. Donc les partenaires, ça peut être principalement, nous ce qu'on vise, c'est les institutions. L'Assemblée nationale, le Sénat, on fait un peu une part de leur boulot quand on explique aux internautes comment ils fonctionnent et qu'on essaie de valoriser leurs travaux. Donc on espère bien un jour être financé par l'Assemblée nationale, le Sénat, des communes aussi, des collectivités qui seraient prêtes à ce qu'on commente en direct leurs conseils municipaux, régionaux, départementaux. Voilà, donc nous c'est principalement les institutions qu'on vise et puis après tout ce qui est association qui vise à rendre accessible le débat public. Nous on est prêt à bosser avec eux. Des médias aussi, pourquoi pas. On sait que Mediapart, par exemple, a commencé à bosser avec des youtubeurs, on trouve ça vachement bien, c'est cool. Et si d'autres médias sont prêts à faire de l'innovation et à faire du stream et à avoir recours à notre savoir-faire en la matière, on sera très content de bosser avec eux. Est-ce que vous allez continuer à travailler avec CNews ? On espère, là c'est tout récent, on vient juste de débriefer ensemble, on est en train de travailler avec eux, on est en train de les travailler au corps, pour essayer de les convaincre. Bon, pour l'instant ils sont très convaincus, donc on est content, mais on essaye de leur montrer que ce qu'on fait est complémentaire de l'antenne. Et on n'est pas concurrents, au contraire, donc CNews ce serait cool, mais d'autres chaînes aussi. Là c'est CNews qui nous a contactés parce que c'est CNews, mais on a aussi des contacts avec France Télé avec qui on est en train de discuter. Et puis un jour TF1 pourquoi pas, et puis un jour ce sera Acropolis, tu verras. Ok. Alors Guy vous demande, j'ai déjà regardé Acropolis, très bon travail. Merci Guy. Mais peut-on savoir de quel bord vous êtes ? Pour moi, ça n'a jamais été clair. Tant mieux Guy, ça n'a jamais été clair. Parce que moi, ce que je te répondrai, ce que je réponds à tout le monde, c'est « Et toi Guy, c'est quoi ton bord politique à toi ? Viens me le dire dans le chat, viens, on discute, on s'en fout de mon bord politique, c'est pas important. » Voilà, et en l'occurrence, tu l'as rappelé tout à l'heure, j'ai bossé au cabinet de Marisol Touraine, donc c'est pas très compliqué de savoir que quand je travaillais en politique, mon bord politique était plutôt du côté de... franchement, entre le centre et l'extrême gauche, tu vois, j'étais dans ce cœur-là. Moi, aujourd'hui, mon bord politique, il est républicain-démocrate. Voilà, je suis un simple démocrate et j'ai pas honte de dire que depuis que je suis sorti de la politique professionnelle, je suis aussi un peu sorti des étiquettes. Donc aujourd'hui, je suis un peu foutraque. Mon opinion, là, elle n'est pas faite du tout pour cette élection. Je suis un citoyen passionné de débat, passionné de démocratie participative et de la place des jeunes dans la vie politique. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelques points politiques sur lesquels j'ai jamais caché que j'avais une opinion. Le cumul des mandats, par exemple. C'est un combat personnel. Je suis contre le cumul des mandats, je l'ai toujours dit. J'accepte parfaitement la contradiction et c'est avec plaisir qu'on en débat. Donc voilà. Voilà. Ok. Une autre question qui est finalement un petit peu politique, c'est Bernard qui nous demande, après l'ubérisation des taxis, ne sommes-nous pas en présence d'une forme d'ubérisation des médias ? Alors, je ne sais pas pourquoi il vous pose cette question à vous. Mais... non, mais c'est une bonne question. J'ai toujours pas compris ce que voulait dire ubérisation. Je veux bien qu'on le définisse un jour. Si ubérisation, c'est démocratisation, c'est-à-dire rendre accès à tous la possibilité de faire quelque chose qui avant n'était rendu possible que par certains, grâce à la technologie, alors oui. Et dans le très bon sens du terme. Il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a une époque pas si lointaine où diffuser des émissions en direct, c'était réservé, mais le savoir-faire technologique était réservé à la télévision, mais pour des raisons de coût de production. Aujourd'hui, moi la capacité, j'ai créé dans ma chambre, littéralement, au sens propre du terme, j'ai créé dans ma chambre une chaîne qui diffuse tous les jours en direct des émissions en haute définition et interactive. Il faut se rendre compte quand même de la disruption du marché audiovisuel que ça propose. Oui, c'est un saut énorme. C'est un saut phénoménal. Donc avec tout ce que ça a de formidable dans la capacité qu'on a à faire ça, et voilà, aujourd'hui je casse littéralement les prix de l'heure de diffusion sur Internet. À une époque où seules des boîtes de production qui généraient des revenus et qui avaient la possibilité de mobiliser des dizaines de milliers d'euros pour une émission, aujourd'hui, j'ai la capacité, moi, de proposer à des partenaires de faire une émission en direct interactive, en haute définition, sur Internet. Enfin, voilà. Donc oui, on a une forme de... Si l'ubérisation, c'est la disruption grâce à la technologie, alors oui, on est face à ça. Si l'ubérisation, c'est rendre accessible à tout à chacun la possibilité de le faire, alors oui, on est face à ça. Après, si l'ubérisation, c'est la précarisation pour tous, oui, on est face à ça parce que, oui, on va se le dire, non, youtubeur, c'est pas un métier. Et on est des dizaines de milliers à galérer, à produire des contenus, je pense, de qualité et à pas être payé pour ça. Donc oui, il y a un marché qui se cherche, c'est compliqué. Et là, pour le coup, c'est l'ubérisation, le très mauvais revers de la médaille est en train de se créer. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il faut que ça devienne un métier ? Est-ce que
est-ce qu'on peut concilier la liberté de YouTube avec un métier, enfin avec un métier qui serait celui de YouTubeur? C'est un métier, c'est une spécialité et une valeur ajoutée et des savoir-faire particuliers. Oui, youtubeur est un métier. Oui, tout le monde ne peut pas être youtubeur. Ça s'apprend, ça se découvre. Moi-même, j'ai beaucoup progressé. Streamer, ça s'apprend encore moins. Donc oui, effectivement, ça pourrait devenir demain un métier youtubeur. Je préfère vidéaste, définitivement, parce que le mot youtubeur nous colle à cette plateforme qui est YouTube, avec tous les défauts que ça a, parce que c'est Google, parce que ça a beaucoup de problèmes. Moi, en plus, je suis même pas sur YouTube, j'ai été banni de YouTube à cause de strike, je ne rentre pas dans le détail, mais donc maintenant, je suis sur Twitch, donc je suis un Twitcher, je fais du Facebook Live, peut-être un jour du Periscope, donc je fais tout ce que vous voulez, mais oui, ça s'apparente à un métier, ouais. D'accord, ok. Et pour terminer, on va peut-être essayer de répondre à la question de départ, à savoir les youtubeurs politiques, les chaînes YouTube des politiques, quelle est leur influence sur la campagne? Est-ce qu'il y a des gens qui vont voter en fonction de ce qu'ils auront vu sur YouTube? Peut-être certains. Il y a beaucoup de journalistes qui me demandent oui, est-ce que 2017 c'est l'élection YouTube? Non. On va tous se détendre un coup. Non, on est quand même un pays qui a 40 millions d'électeurs. 40 millions d'électeurs et Jean-Luc Mélenchon a une chaîne qui a 260 000 abonnés, ce qui est phénoménal au regard des autres politiques. Il est très loin devant tout le monde, mais c'est que dalle au regard du nombre de millions de bulletins que Jean-Luc Mélenchon réunit traditionnellement dans les élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon, il pèse 5-6 millions de bulletins, 250 000 abonnés, en 260 000 abonnés, en admettant que tous les abonnés de Mélenchon n'avaient pas déjà l'intention de voter pour lui, donc en admettant que ce soit que des votes neufs, c'est pas grand-chose dans le total des voix qu'il va réunir. Donc non, YouTube ne va pas faire flancher l'élection. Par contre, YouTube peut avoir un effet sur une génération particulière, la nôtre, et peut-être, mais ça j'aimerais bien voir les études post-élection. Sur le long terme plutôt. Plutôt sur le long terme et plutôt déjà sur le retour aux urnes. Peut-être qu'une partie des jeunes qui avaient l'intention de s'abstenir vont aller aux urnes parce qu'ils auront été convaincus par un candidat grâce à des vidéos YouTube. Peut-être. Et à ce moment-là, ce sera un aspect positif pour le vote qu'aura eu YouTube. Mais non, on va pas avoir un président YouTubeur, ça j'y crois pas. Peut-être en 2022, j'espère bien. Ok, bon, allez, on va prendre une dernière question. Une dernière question. Quel regard portez-vous sur le projet d'abaisser l'âge légal pour voter à 16 ans? Une façon d'encourager l'engagement politique des jeunes ou est-ce au contraire un simple palliatif? Et ça, c'était Léonard. Ouais, Léonard, moi j'ai un a priori positif sur tout ce qui va dans le sens de permettre aux jeunes d'avoir de la place dans le débat public. Voilà, donc par principe, je suis ouvert à ce genre de propositions-là et à titre personnel plutôt favorable. Par contre, si l'abaisser le droit de vote à 16 ans, c'est la seule mesure qu'on propose, je serais prêt même à être contre. Parce que c'est du foutage de gueule. Parce que s'il n'y a que ça qu'on met face aux jeunes, leur proposer de déposer un bulletin dans une urne tous les 5 ans, là vraiment je suis contre. Moi, c'est pas de la politique, enfin c'est pas de la démocratie. Ça c'est les méthodes à la 20e siècle. Non, au 21e siècle, on a vocation. Plus de participation. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus que ça. C'est oui, abaissons le droit de vote à 16 ans, mais faisons beaucoup plus que ça. Faisons des jurys citoyens, faisons du débat participatif, permettons aux citoyens de déposer des amendements dans les lois, faisons du contrôle citoyen des politiques publiques, faisons vraiment un saut qualitatif vers l'avant pour que les jeunes soient impliqués dans le débat public, mais dans tout le débat public. Donc voilà, oui, il y a l'abaissement de l'âge de vote, mais si c'est que ça, non. Voilà. Ok, merci, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce live, merci d'avoir posé vos questions, merci à vous. Merci à vous. Merci à toi Jean d'y avoir répondu. Et quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, on recevra Tatiana du Fil d'Actu. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.